Bon, je suis très content de vous rencontrer. Nous sommes venus avec la ministre des Comptes publics, avec le directeur de cet établissement, avec monsieur le préfet, pour une visite qui n'avait jamais eu lieu, parce que jamais un Premier ministre n'était venu rencontrer Tracfin, qui pourtant est un modèle, a été un modèle lorsqu'il a été créé, et est aujourd'hui un modèle parmi ces établissements. C'était le premier, le Tracfin français, c'était le premier dans l'histoire. Et il se trouve qu'il y en a aujourd'hui un par pays ou à peu près, c'est-à-dire près de 200 dans le monde, même si tous n'ont pas l'organisation, l'efficacité, la renommée du Tracfin français. Et vous voyez bien que c'est très important parce que c'est un élément essentiel de la lutte contre la fraude. Et la lutte contre la fraude est aujourd'hui un maillon central de ce que nous devons faire pour rendre confiance au pays. Et ce qu'on découvre ici, l'ensemble des cheminements, des labyrinthes, des obstacles qui sont construits pour éviter la transparence, pour éviter la probité dans les échanges, pour favoriser, hélas, les trafics, pour favoriser, hélas, le terrorisme, pour favoriser, hélas, la criminalité, et la pire de la criminalité, la pédocriminalité, tout ce qui est, au fond, tellement obscur dans l'âme humaine et qui se développe dans une société comme la nôtre, d'autant plus que ces sociétés sont en crise. Et donc le travail, l'œuvre qui est conduit par Tracfin est évidemment très important. On a découvert une incroyable technicité, une capacité de travailler avec plusieurs services, les services de renseignement, une capacité de travailler avec la justice, et tout cela croisé, les quelques 200 personnes qui sont employées à Tracfin, tous les jours, jour et nuit, traquent les trafics de toute nature, les plus obscurs, les plus dissimulés, les plus piégeux. Donc c'était la raison pour laquelle nous voulions, avec la ministre des Comptes publics, venir rencontrer ceux qui sont le fer de lance de cette lutte. C'était très précieux, c'était très impressionnant, parce que c'est tellement inimaginable la manière dont sont organisés ces trafics qu'on ne peut avoir qu'une immense reconnaissance à l'égard de ceux qui conduisent ce combat-là. On est venu leur dire que la mission du gouvernement était de les reconnaître, c'est-à-dire aussi d'avoir de la reconnaissance pour eux et de protéger leur travail autant que nécessaire. Voilà pour le but de notre visite. Non, je peux vous confirmer que le projet de loi est en préparation. Il est destiné à faire une étape supplémentaire dans la lutte contre ces fraudes, parce que s'il y a une chose à laquelle les Français adhèrent dans ce plan, c'est qu'on fasse des progrès décisifs dans la lutte contre la fraude. Je vous rappelle les chiffres que j'ai donnés à cette occasion. L'année 2023, on était autour de 15 milliards de fraudes détectées et on a pu faire rentrer dans les caisses l'équivalent de 10 milliards. Et puis l'année dernière, on est arrivé à près de 20 milliards de fraudes détectées et on a pu faire rentrer dans les caisses quelque chose comme 12 milliards. Vous voyez bien qu'il y a 8 milliards à récupérer. Alors, s'ils n'ont pas été récupérés, c'est que c'est pas facile, c'est qu'il y a des procédures, des contestations juridiques, que tout ça prend du temps, des enquêtes qui prennent du temps. Mais vous voyez qu'il y a là quelque chose qui peut être très important dans l'équilibre de ce plan. Et nous avons l'intention de continuer à monter la barre
On est passé, je vous ai dit, d'une quinzaine de milliards à une vingtaine de milliards et nous voulons aller encore plus haut, à la fois en détection de la fraude et en... Je promets que le projet de loi vous sera présenté à la rentrée. Ce n'est pas le but de ma visite aujourd'hui. D'abord, vous noterez que le sentiment d'insatisfaction que j'ai exprimé, il est aujourd'hui assez généralement repris. Non seulement par les autorités françaises, mais à l'extérieur. Pourquoi? Parce que nous avons assisté précisément à ce contre quoi l'Europe était construite, c'est-à-dire l'idée qu'une puissance aussi importante que les États-Unis peut décider que d'autres pays vont devoir se soumettre à sa loi. C'est pas comme ça que les relations internationales doivent marcher. On doit tous ensemble définir ce que devrait être la loi idéale. Ça n'est pas l'injonction des uns et l'obéissance des autres. C'est pas comme ça que ça doit marcher. Surtout que, comme vous le savez, il y a des annonces qui ont été faites dans lesquelles on a le droit, sur lesquelles on a le droit de s'interroger. Par exemple, le fait que nous annoncions qu'il ait été annoncé qu'on allait acheter 750 milliards de gaz naturel liquéfié. Qu'est-ce que c'est le gaz naturel liquéfié? C'est du gaz de schiste. C'est-à-dire du gaz dont la production est interdite en France et dont la prospection est interdite en France. On n'a même pas le droit d'en chercher. Et donc, c'est évidemment une question qui se pose. De la même manière, dire on va investir 600 milliards de dollars aux États-Unis. Bon, c'est une question. Les investissements sont principalement des investissements privés, pas des investissements des États. Et même si les États ont à investir, ça serait bien qu'ils investissent chez eux, chez nous. Ce serait bien que l'Europe investisse en Europe. Et donc, le sentiment que j'ai traduit de manière peut-être explicite, d'un sentiment que beaucoup de citoyens européens ressentent. Parce que les citoyens européens, ils pensent que le rôle principal de l'Union européenne, c'est précisément d'équilibrer les relations internationales pour qu'il n'y en ait pas qui exigent et d'autres qui se plient. Et donc, et c'est vrai aussi sur les droits de douane, parce qu'il faut ajouter aux droits de douane la dévaluation très importante du dollar américain, qui fait que ça renchérit beaucoup et que vous voyez bien que la crainte qu'on peut avoir, c'est que cette politique, elle cherche à exclure les productions européennes du marché américain. Au fond, c'est ça. Puisque c'est vrai, les consommateurs américains vont payer plus cher les produits européens, ça invite donc à prendre moins de produits européens dans la consommation des États-Unis. Il y a là donc des questions qui se posent. Est-ce que c'est la fin de l'histoire? Je ne le crois pas. Je pense que, et le président de la République l'a dit, il a raison, parce qu'il faut un processus encore pas totalement élucidé de ratification de ces accords. Il y a à vérifier quelle est la portée exacte de ces accords, et les États auront d'une manière ou d'une autre leur mot à dire sur ces accords, même si, pour l'essentiel, c'est la décision américaine sur les droits de douane qui s'applique aux États-Unis qui est Je vous promets que si j'ai des choses à dire au président, je lui dirai, au président de la République, je lui dirai de vive voix. Je sais que toutes les autorités françaises, et en particulier le président de la République, ont été ceux qui se sont battus le plus contre des concessions qu'on considérait comme excessives. Est-ce que nous avons été un peu seuls? Oui. Est-ce qu'on a le sentiment qu'à l'intérieur de l'Union européenne, des forces politiques et économiques étaient plutôt sur une ligne de trouver des accommodements? Oui.
Est-ce que c'est la voie de l'avenir de l'Europe? Ceci est une autre question. Et moi, je crois, comme citoyen, comme responsable politique, comme responsable du gouvernement, je crois que la voie pour l'Europe est une voie d'affirmation et de résistance quand il faut, et de fierté le plus souvent possible, parce que ça compte beaucoup qu'une entité politique comme celle que nous avons construite avec l'Union européenne ait la fierté de ce qu'elle est, et qu'elle n'apparaisse pas comme dépendante de décisions prises à l'extérieur d'elle. La vigilance sur le profil des personnes admises en France, elle est de tous les instants. Est-ce qu'elle peut être améliorée? Sûrement. Est-ce qu'il peut y avoir sanction lorsqu'il y a des manquements? À coup sûr. Et il doit y avoir sanction lorsqu'il y a des manquements. Mais il n'y a pas de négligence. Il peut y en avoir parce qu'on n'arrive jamais à faire aussi bien que ce qu'on voudrait, mais la vigilance existe et elle est nécessaire. Je n'entends pas cette critique et je vous confirme ce que j'ai dit dans l'exposé de ce plan, c'est-à-dire que les plus favorisés auront un effort à faire eux-mêmes. J'ai simplement dit qu'on allait se servir des semaines qui viennent avec les commissions parlementaires pour définir la nature de cet effort. Mais c'est cet équilibre que nous cherchons, et il est évident que quand on demande à une société, à ceux qui travaillent ou à ceux qui sont à la retraite, à ceux qui ont des situations modestes ou moyennes, quand on leur demande des efforts, il faut évidemment que les plus favorisés soient eux aussi associés à cette... Vous allez voir que dans les semaines qui viennent, votre question trouvera une réponse. Merci beaucoup.